It's all so boring here, Margot. If only I could find a real man. Who are you? Bond. James Bond. 007 here. I'll report in an hour. Won't you join me? Better make that two. Mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico. J'espère que vous êtes prêts pour un autre duel de films. Et aujourd'hui, j'ai choisi un duel qui va être particulièrement excitant parce que j'ai choisi d'opposer James Bond contre James Bond. J'ai décidé de prendre les deux films avec Timothy Dalton. Timothy Dalton a fait seulement 2 James Bond, donc c'est excitant l'idée de les mettre un contre l'autre. Ces 2 James Bond que j'ai particulièrement aimés, qui font pas nécessairement l'unanimité. Il y a des gens qui sont très pro Timothy Dalton, il y en a qui l'ont pas aimé du tout. Mais moi, je fais partie des gros fans de cet acteur-là. Avec les années, ceux qui ont revu ces 2 films-là, ils ont pris du galon, hein, énormément. Si vous faites un festival James Bond, vous allez voir que les 2 James Bond de Timothy Dalton valent vraiment la peine d'être revisités. Pour faire une histoire courte avec ce qui est arrivé avec James Bond dans les années de Timothy Dalton, quand le film A View to a Kill avec Roger Moore est sorti en 1985, moi, Roger Moore, pour faire juste une parenthèse, ça a été le James Bond ça a été l'acteur qui m'a fait découvrir James Bond. On a tous, selon les générations, un acteur qui nous a introduit dans la série James Bond. Mon père, ça a été Sean Connery. Il m'a amené au cinéma quand j'étais tout jeune, voir For Your Eyes Only avec Roger Moore. Alors, Roger Moore est devenu le James Bond qui m'a introduit au personnage. Et de fil en aiguille, j'ai regardé les vieux James Bond. Et en 85, Roger Moore, qui jouait un James Bond, on va le dire, beaucoup plus comique, beaucoup plus léger, a décidé que A View to a Kill, c'était assez, hein, parce qu'il s'est rendu compte, là où il s'est rendu compte qu'il était rendu trop vieux pour jouer le personnage, c'est quand il s'est aperçu que la mère de l'actrice qui faisait la Bond Girl avec lui, qui était Tanya Roberts dans le film, était plus jeune que lui. Alors, il s'est dit, à 59 ans, je suis trop vieux pour jouer James Bond. À cette heure, on voit des acteurs de 75 ans comme Harrison Ford jouer encore Indiana Jones. Mais Roger Moore, c'était pas le genre à vouloir se montrer à l'âge qu'il avait. Il voulait assumer son âge. Il s'est dit, je suis trop vieux pour jouer les héros. Donc, il a décidé de passer le flambeau à un autre comédien. Et on a décidé d'auditionner plusieurs comédiens. Je sais qu'il y a eu Lambert Wilson qui a été approché. Il y a eu Sam Neill qui apparemment était un des favoris de Albert Broccoli et Michael G. Wilson, qui était le producteur de la série à partir de ce moment-là. Et il a passé un super bon casting. Il y a également Pierce Brosnan qui a été approché, qui avait déjà été approché quelques années auparavant pour faire James Bond. Et là, on lui offre le rôle à nouveau. Il passe un bon casting et on décide de donner le rôle à Pierce Brosnan. Malheureusement, lui qui pensait être libéré de la série Remington Steele, eh bien non, il restait encore dans son contrat des épisodes à tourner, 5 épisodes, et assez pour dire qu'il pouvait pas jouer dans le film parce que les producteurs voulaient pas en même temps avoir un acteur de télévision et de cinéma. Donc, mais ce n'est que partie remise, on le sait que Pierce Brosnan va jouer plus tard l'agent 007. Mais on avait offert plusieurs années auparavant le rôle à un acteur que Sean Connery avait décidé de mettre le couvert après You Only Live Twice.
On avait offert le rôle à Timothy Dalton, qui avait dans la jeune vingtaine à ce moment-là, et il se trouvait trop jeune pour jouer le rôle de James Bond. Donc, on l'avait offert à George Lazenby. On lui a réoffert encore une fois avant que le rôle arrive entre les mains de Roger Moore. Il avait vieilli un peu, mais non encore. C'est un acteur shakespearien. C'est un acteur qui se dirigeait beaucoup plus vers des rôles un peu plus, vers le théâtre, vers des grandes œuvres théâtrales. Donc, c'est un grand comédien shakespearien, Timothy Dalton. Et on est revenu à la charge encore une fois. Il n'était pas tant intéressé que ça par le rôle, mais finalement, on a réussi à le convaincre de jouer le personnage. J'imagine qu'on lui a fait un beau chèque de paye. Quoi qu'il en soit, Timothy Dalton a décidé il voulait pas imiter Roger Moore. Ça, c'était la condition. Il s'est dit, je veux avoir ma propre, je vais aborder le rôle à ma façon. Donc, il a décidé de se coller davantage sur les romans de Ian Fleming. Et on a fait un film qui était écrit un peu pour Roger Moore, dans lequel qu'on a adapté pour Timothy Dalton. Le film s'intitule The Living Daylight et c'est le premier film dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous rappeler les règles du combat aujourd'hui, c'est les mêmes que la dernière fois. Alors, au combat des films, on a deux films qui s'affrontent l'un contre l'autre. C'est moi qui est le juge, évidemment. Peut-être que ce qui serait le fun, ce serait que dans les commentaires, vous me disiez, pour vous, qui, selon vous, selon vos propres, avec les facteurs que je donne là, qui, selon vous, est le gagnant? Fait qu'on pourrait faire une compilation et dire, le prix du public va à tel film. En tout cas, c'est une suggestion. Alors, pour ma part, le gagnant du combat aujourd'hui est basé sur 5 critères. D'abord, le scénario, la réalisation. Le troisième critère, c'est le jeu des comédiens, le jeu des acteurs. Quatrième critère, c'est le plaisir du visionnement. Tous les critères sont notés de 1 à 5. C'est la note maximale étant 5 pour chaque critère. Et le cinquième, le potentiel de visionnement, de revisionnement. Alors, est-ce qu'on a envie de revoir le film? Ceci dit, je vous parle du premier film dans le côté gauche. Le premier, c'est The Living Daylight. Le titre français, Tuer n'est pas joué. La cote IMDB est de 6.7. À mon avis, ça, il mériterait plus que ça. Sorti en 1987 d'une durée de 2h10 avec un scénario de Michael G. Wilson et Richard Maybaum basé sur Octopussy and the Living Daylight de Ian Fleming. C'est des petites courtes nouvelles avec en vedette Timothy Dalton, Mariam Dabo, Joe Don Baker et Joran Krabbe. Donc, c'est pour le premier film. Alors, je vais en parler un petit peu maintenant. On aborde The Living Daylight qui nous introduit pour la première fois à l'écran. C'est la 15e aventure de James Bond. Et on voit pour la première fois Timothy Dalton dans les traits de l'agent 007 avec une séquence assez spectaculaire qui commence sur le rocher de Gibraltar ou avec un exercice où les agents 00 sont supposés faire un exercice d'entraînement. Il y a plusieurs agents 00 qui vont être assassinés dans cet exercice-là par des anciens du KGB qui ont une mission, c'est d'assassiner tous les agents ennemis du KGB. Et James Bond va devoir enquêter dans ce film-là sur cette affaire-là. Hein. Il y a une liste d'agents et le nom de James Bond est sur cette liste-là. Il va devoir enquêter aussi sur une transaction d'armes qui pourrait avoir des ramifications mondiales. Donc, au début, on le voit, il va aider un agent du KGB à passer à l'ouest, mais cet agent du KGB-là serait mêlé, il serait mouillé dans des sombres histoires. Et James Bond va devoir voir un peu plus clair là-dedans. Il va être aidé dans sa mission par une belle violoncelliste qui est jouée par Mariam Dabo. Et le film est rondement mené, encore une fois, réalisé par John Glenn. C'est son dernier James Bond, c'est son cinquième, non, c'est son avant-dernier. Il a réalisé aussi l'autre, License to Kill. Donc, c'est son quatrième James Bond. John Glenn, pour faire une histoire courte, il y a une longue histoire avec James Bond, mais on va faire une histoire courte. Là. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup ses galons avec le cinéma. Il a commencé comme messager dans le cinéma et tranquillement, pas vite, il s'est allié à la franchise James Bond. Il est devenu monteur pour On Her Majesty's Secret Service. Il a travaillé sur Moonraker comme assistant réalisateur
et je crois sur L'espion qui m'aimait. Donc, il est devenu assistant réalisateur et à partir de For Your Eyes Only, on lui a confié le rôle de réalisateur de la franchise. Et il est excellent, il comprend bien comment réaliser un James Bond, il est très efficace. Et les séquences d'action, pour la plupart du temps, dans les films de James Bond, étaient confiées à Rémi Julienne, surtout les cascades qui étaient sur les cascades de voitures, les cascades avec des véhicules. Rémi Julienne, qui était un cascadeur français qui était réputé pour ce genre de film-là. Alors, le film est rondement amené. C'est un James Bond classique, hein, on va se le dire. Il y a plusieurs séquences mémorables. La séquence au début au rocher de Gibraltar avec James Bond qui se bat sur un camion avec le méchant, avec le camion qui va tomber dans une falaise avant d'exploser, puis James Bond qui sort avec son parachute. Il y a une séquence avec la Aston Martin qui avait disparu depuis quelques films. On l'a ramené. Il y a des gadgets, évidemment. Q est encore là. Il y a une nouvelle actrice qui fait Moneypenny. Hein, on a décidé que l'autre actrice commençait à être un peu âgée aussi. Elle a pris sa retraite en même temps que Roger Moore. Alors, on amène une nouvelle Moneypenny qui va faire les deux films avec Timothy Dalton. On va la changer après ça pour les films avec Pierce Brosnan. Donc, avec lui a décidé de coller plus aux personnages tels que dans les romans de Ian Fleming, et ça fonctionne bien en général. Par contre, on sent qu'il y a certaines scènes qui étaient pensées un peu avec l'idée de Roger Moore. On voit des fois qu'il y a un peu un décalage à certains moments à ce niveau-là. Mais le scénario en général est assez solide. C'est un scénario classique de James Bond qui est basé sur on a fait un scénario original. On s'entend que rendu là dans la franchise, on a pas mal pressé le citron des nouvelles de Ian Fleming. Mais là, on va chercher des petits détails dans des nouvelles. On va chercher des titres, un titre, quelques petits détails ici et là, et on fait une intrigue. Mais c'est quand même très bien scénarisé pour ce genre de film-là. Michael G. Wilson et Richard Maybaum, qui sont des vétérans qui en ont écrit beaucoup des James Bond et qui connaissent la formule. Et je dois dire que The Living Daylight nous démontre que c'est une franchise qui a vraiment toujours du panache, qui nous a toujours offert quelque chose d'excitant. Ils ont vraiment réussi, lui et Barbara Broccoli, qui ont pris la relève de Cubby Broccoli, à garder cette franchise-là à un très, très haut niveau. Donc, The Living Daylight, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir à l'époque. J'avais tout de suite aimé ce James Bond-là. C'est devenu un de mes James Bond préférés. J'ai pas fait l'unanimité, mettons, à l'époque, parce qu'il y a des gens qui se disaient, voyons, c'est pas un des meilleurs James Bond. Mais moi, j'ai vraiment embrassé le James Bond de Timothy Dalton. Je trouvais que c'était un peu avant son temps, un James Bond qui ressemble, si on regarde ce que Daniel Craig a fait du personnage, un personnage plus sombre, plus proche du roman, eh bien, Timothy Dalton avait déjà fait ça à l'époque avec The Living Daylight et License to Kill. How many times can one man leave you breathless? When you get on his bad side, your number is up. Timothy Dalton is James Bond 007. License to Kill. Alors, j'ai beaucoup aimé The Living Daylights. Je vais vous dire mes cotes à la fin. Je vais vous parler maintenant du deuxième film que Timothy Dalton a tourné, License to Kill. Le titre français, c'est Permis de tuer. Sa cote sur IMDb est de 6.7, exactement la même que The Living Daylights.
Il est sorti 2 ans plus tard, en 1989, d'une durée de 2h13. Scénario original, encore une fois, de Richard Maybaum et de Michael G. Wilson, qui met en vedette encore une fois Timothy Dalton, à notre grand plaisir. Robert Davey, qui fait un trafiquant de drogue nommé Sanchez. Carrie Lowell et Talisa Soto, qui vont jouer les Bond Girls là-dedans. Et Benicio del Toro, et oui, si vous remarquez bien, c'est lui qui joue le henchman du méchant là-dedans. Il est très jeune, Benicio, là-dedans. Je l'ai montré à mon fils. J'ai dit, tu le reconnais-tu? J'ai dit, c'est Benicio del Toro. Et il a dit, ah oui, ben, Colin, il a bien l'air jeune. Mais oui, il était tout jeune là-dedans. Et bon, parlons-en de License to Kill, qui est sorti en 1989, dans un été qui était bondé de blockbusters. Il y avait Batman, il y avait Indiana Jones, il y avait Lethal Weapon. C'était un été qui était surchargé de blockbusters. Et License to Kill arrive, c'est le 16e James Bond de la série, et pour une fois, on écrit un James Bond taillé sur mesure pour Timothy Dalton. On a vraiment embrassé le côté sombre du personnage. Timothy Dalton voulait la jouer comme ça. Eh bien, on a dit, on va la jouer de cette façon-là. Donc, on a fait un James Bond, pour une fois, qui est beaucoup plus sombre. Le film commence avec une journée de noces. Hein? C'est James Bond qui est le témoin de son ami Felix Leiter, qui est joué par Milton Crest là-dedans, le même acteur qui avait joué Felix Leiter dans Live and Let Die avec Roger Moore. Et d'ailleurs, on va reprendre dans l'intrigue de License to Kill des éléments de Live and Let Die qu'on avait laissé tomber à l'époque dans le scénario. J'y reviens dans quelques instants. Donc, il va aux noces de son ami Felix Leiter et on apprend que Felix Leiter est sur les traces parce que lui, il travaille pour la CIA, et sur les traces d'un trafiquant de drogue nommé Sanchez. Et le jour de ses noces, la DEA arrive et ils disent à Felix Leiter, on sait où est Sanchez, on va l'intercepter. Et là, comme ça, Felix Leiter et James Bond s'en vont aider la DEA à attraper le trafiquant de drogue. Ils vont le capturer. Après ça, se rendre aux noces. La scène d'ouverture est quand même le fun. Une scène où il y a une poursuite terrestre. Après ça, une genre de poursuite aérienne qui finit par James Bond puis Felix Leiter qui arrive en parachute au mariage. Et là, on a droit au générique de début sur une tune de Patti LaBelle avec un beau générique, encore une fois, de Maurice Bender. Hein, je le dirai jamais assez. Quel beau générique, quel talent cet artiste, est incroyable. Moi, je me retape de temps en temps juste les génériques de James Bond. C'est un plaisir de voir ça. On sent cette fois-ci que Timothy Dalton est dans le rôle, qui maîtrise le personnage. Peut-être aussi que c'est dû au scénario qui a été vraiment adapté pour lui. C'est un intrigue qui est beaucoup plus sombre. Cette fois-ci, on a décidé un peu de casser le moule de James Bond parce que Felix Leiter, ben le trafiquant de drogue Sanchez, qui est joué par Robert Davey, qui est magnifique là-dedans, là. C'est un acteur qui est très bon dans les séries B, qui a souvent joué dans des films d'action série B, des films d'horreur. Et il joue un trafiquant de drogue qui est sur la coche, là. Il est vraiment excellent, charismatique. Il va s'évader au début du film et il va décider de prendre sa revanche, de tuer l'épouse de Felix Leiter et de laisser Felix Leiter pour mort. Il va le donner en pâture à un requin. Et là, James Bond va s'apercevoir de ça et va vouloir venger son ami. Chose qui est pas, qui marche pas avec le MI6. Ils veulent envoyer James Bond dans une autre mission. James Bond refuse. C'est la scène où on va tourner le boss de James Bond qui lui parle et qui lui dit que, écoute, on n'est pas dans un country club, James, tu peux pas faire ce que tu veux, va-t'en en mission. C'est dans la maison de Ernest Hemingway que ça a lieu et il va y avoir une réplique assez amusante où le boss de James Bond va dire ta licence, ton permis de tuer est révoqué. Et en anglais, il dit, James Bond, so it's a farewell to arm. Alors, il y a un clin d'œil là-dedans. Là, James Bond va décider de prendre les choses en main, il va s'enfuir et il va décider de venger son ami. Donc, ça va donner un film de revanche, un film de vengeance avec James Bond. Et on voit James Bond qui va dans des zones sombres, qui devient vraiment le personnage qui était dans les romans. C'est un scénario original, donc ça n'a pas tellement à voir avec les romans de Ian Fleming. Quoi qu'on reste quand même fidèle à l'univers de James Bond. James Bond demeure James Bond,
mais c'est le fun de le voir pour une fois qu'il n'est pas dans une mission pour la reine d'Angleterre. Il est dans une mission pour lui-même. Il est fâché, James Bond. Il veut venger son ami. Et on tombe dans un film d'action qui ressemble quasiment à un film de la Cannon Group des années 80. Il y a des poursuites avec des camions. C'est over the top. C'est le fun. Il y a même Wayne Newton qui fait un genre de télévangéliste là-dedans. C'est de voir hein, le baron de la drogue joué par Robert Davi qui a son espèce d'iguane sur le bras, son genre de lézard avec des diamants. Les Bond Girls sont le fun aussi. Talisa Soto, bon, elle est un petit peu, c'est la blonde du méchant là-dedans. Mais Carrie Lowell est tripante. Il y a une fameuse scène dans le film où elle tient un shotgun, un 12 à pompe dans ses mains. Et elle va être mêlée avec James Bond dans une bagarre de bar traditionnelle, comme on a vu dans plein de films. Mais c'est le fun d'avoir James Bond dans un bar en train de casser des bouteilles de bière sur la tête du monde. C'est un James Bond un peu éclaté. On a éclaté un peu la formule et on s'est amusé avec ce James Bond-là. Il y a du gore aussi là-dedans. Il y a une séquence où il y a un méchant qui se fait éclater la tête dans une salle de décompression. En tout cas, c'est vraiment bourré de bons moments, ce James Bond-là, qui n'a pas été reçu à sa juste mesure quand le film est sorti. Ça avait été un peu... il y a certains même qui ont noté ça comme étant un des pires James Bond de la série. Je suis pas du tout d'accord, c'est un des meilleurs. C'est vraiment un James Bond qui est jouissif. Et si vous le revoyez avec l'épreuve du temps, le film a gagné énormément de galons. Il y a toutes sortes de poursuites, de séquences spectaculaires. Ça va être le dernier James Bond de Timothy Dalton. Ça va être le dernier James Bond réalisé par John Glenn. Ça va être le dernier James Bond de Albert Broccoli qui va mourir un an plus tard. Le dernier James Bond de Maurice Bender qui va mourir également un an plus tard. Le dernier James Bond, en tout cas, ça a été le dernier James Bond pour beaucoup de personnes. Et pourtant, tu sais, quand on dit we left, en anglais ils disent we left with a bang. On finit avec une explosion. Donc, on a vraiment réussi à finir avec une explosion avec ce James Bond-là. Et c'était pas John Barry qui a fait la trame sonore c'était habitué. John Barry qui a fait la trame sonore d'à peu près, je dirais, 90% des James Bond avant, c'était lui qui avait fait les trames sonores. Là, il était pas disponible, il était opéré à la gorge à ce moment-là. Donc, Michael Kamen, qui avait fait la musique entre autres, de Lethal Weapon, de Die Hard, a fait la trame sonore du film. Une trame sonore exceptionnelle, c'est vraiment bien fait. Très bonne trame sonore que j'ai eu longtemps en cassette audio que j'écoutais, fait que je la connais par cœur. Donc, License to Kill, que moi j'avais beaucoup aimé à la sortie. Il y a été un temps où j'avais de la misère à dire lequel j'aimais le plus. J'ai écouté beaucoup de Living Daylights, qui est vraiment un James Bond plus classique. Et là, on a License to Kill qui est pas du tout comme un James Bond classique. Là. On est vraiment quasiment dans un film de Charles Bronson avec James Bond. Mais ça reste que on est dans l'univers de James Bond quand même. Il y a beaucoup plus de violence. C'est beaucoup plus edgy comme film. Donc, au niveau du scénario, je vais vous donner mes notes. Pour The Living Daylights, le scénario, je donnerais un 3.5, un James Bond classique, bien écrit, c'est le fun. Tu sais, le film nous amène dans différents pays avec une intrigue qui est quand même bien ficelée. En général, c'est très bien fait. License to Kill, je donnerais un 3 étoiles sur 5 au scénario parce que le scénario, c'est un scénario de base, c'est générique, c'est très basic. C'est un scénario qui nous permet d'avoir James Bond entrer dans une mission de vengeance, mais le scénario est très simple. À quelque part, c'est correct. Moi, j'aime ça comme ça. Réalisation, je donnerais un 4 sur 5 pour The Living Daylights. C'est très, très belle réalisation de John Glenn qui fait un super beau travail encore une fois. Je donnerais la même note pour License to Kill. Il est impeccable. Il réalise très bien un James Bond. Je pense qu'il connaissait très bien la formule. Il a amené peut-être des nouvelles choses avec License to Kill. Donc, un 4 sur 5 pour les deux films. Le jeu des comédiens, je donnerais un 3 étoiles sur 5 pour The Living Daylights. Il y a certains rôles qui m'ont peut-être un peu agacé par moment. La Bond Girl, jouée par Mariam Dabo,
disons que c'est un personnage des fois qui est un peu agaçant dans le film. Il y a un acteur que j'aime beaucoup qui est Joe Don Baker, que j'ai toujours adoré, Joe Don Baker. Là-dedans, il fait le méchant, mais disons qu'il est un peu over the top. On va le revoir, Joe Don Baker, dans les James Bond. Il va jouer il va rejoindre un autre rôle dans les James Bond avec Pierce Brosnan. On va le voir entre autres dans GoldenEye et en tout cas, je crois, dans un ou deux autres James Bond. Bref, je suis partagé un peu. Pour License to Kill, un beau 4 étoiles pour les comédiens. C'est vraiment... Timothy Dalton est excellent, il est impérial dans le rôle. Robert Davi en méchant, excellent. C'est un des bons méchants de la série des James Bond. La Bond Girl, Carrie Lowell, est super le fun. Benicio del Toro, qui est la série sur Sunday. Donc, 4 étoiles sur 5 pour le jeu des comédiens. Plaisir du visionnement, je donnerais un 4 étoiles sur 5 à The Living Daylights. J'ai beaucoup aimé encore revoir The Living Daylights. Bien rythmé, bien soutenu, ça dure un bon 2h10, mais on voit le temps passer. On voit pas le temps passer, c'est impeccable. License to Kill, je donne un 5 étoiles pour le plaisir de visionnement. Honnêtement, j'ai vraiment eu du fun. On dirait qu'à chaque fois que je revois le film, je l'aime un peu plus que la première fois. Donc, là où The Living Daylights, disons, a perdu un peu des plumes peut-être avec les années, ou stagné un peu dans mes intentions de vote, si on peut dire comme ça, License to Kill continue de monter dans mon estime. Donc, je donne un 5 étoiles pour le plaisir de visionnement. Le potentiel de revisionnement, je donnerais un 4 étoiles encore à The Living Daylights parce que c'est un James Bond que j'ai vu souvent et que je vais avoir envie encore de revoir. J'aime beaucoup voir Timothy Dalton en James Bond. 2 James Bond exceptionnels. License to Kill, je donnerais un 5 étoiles parce que j'avais le goût de le revoir immédiatement. J'avais le goût de le réécouter à soir après l'avoir vu. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. Donc, au total, Living Daylights, au total, au cumulatif, a 19 points et License to Kill a 21 points. Donc, le gagnant du combat des films aujourd'hui, License to Kill dans un combat très serré des deux James Bond avec Timothy Dalton. Alors, vous saurez peut-être dans les commentaires me dire quel est votre James Bond préféré dans ces deux-là. Peut-être que vous les avez pas aimés du tout, ça se peut. Peut-être que vous êtes allergique à Timothy Dalton. Moi, je trouve personnellement qu'il a fait vraiment une belle job. J'aurais aimé ça le voir continuer dans le rôle, le voir faire au moins 2-3 autres James Bond comme les autres acteurs ont eu la chance de faire. Bref, un James Bond, à mon avis, exceptionnel. 2 excellents films, mais il faut départager. Ça prend un gagnant. Et aujourd'hui, pour moi, le gagnant, c'est License to Kill. Je vous dis ça comme ça. Le titre original du film, c'était License Revoked. Il y avait même eu des affiches qui avaient été faites, mais on a fait des présentations publiques et les gens identifiaient ça au permis de conduire. Donc, on a changé le titre, on a appelé ça License to Kill. Donc, c'est le gagnant aujourd'hui du combat des films, le combat qui opposait James Bond contre James Bond. Alors, bravo Timothy Dalton, tu nous as épaté en James Bond. Merci d'avoir été à l'écoute et soyez là pour le prochain round du combat des films.